Quel est votre plus grand sujet de fierté? D'avoir été anti-stalinien avant la plupart des autres intellectuels français. Gagné par le virus de la politique, Raymond Aron, à 42 ans, refuse un poste universitaire et entre au Figaro. Il y traite régulièrement des relations internationales et des questions économiques. Outre ses chroniques, il publie en 48 et 51 2 livres qui analysent la nouvelle situation du monde créée par la guerre froide. Car 55 millions de morts n'ont pas apporté la paix et la sécurité en Europe. Dès 1946, soviétiques et occidentaux s'affrontent à propos du statut de Berlin et de l'avenir de l'Allemagne. Malgré les poignées de main et les sourires, un nouveau rapport de force s'établit entre les alliés d'hier. La rupture est consommée avec l'échec des conférences internationales de Moscou, Paris et Londres. Le plan Marshall est lancé en juin 1947. Staline crée le Cominform en octobre. C'est le début de la guerre froide. L'expression guerre froide suggère qu'il y a eu l'équivalent d'une guerre, que l'un a gagné, que l'autre a perdu. Or, à l'époque, j'employais très souvent une autre expression qui était la paix belliqueuse. Et la paix belliqueuse s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on appelle guerre froide la période limitée entre 1947, c'est-à-dire la rupture des Trois sur l'Allemagne, et la mort de Staline, qui est la fin de la forme extrême de la guerre froide, entre 1947 et 1953, les Occidentaux ont fait des erreurs, mais ils ont gagné, ou en tout cas ils n'ont pas perdu, la plupart des batailles. Première grande bataille, le blocus de Berlin, mis en place en juin 1948 par les Soviétiques. La ville est coupée du monde. En fait, comme les Américains avaient démobilisé leur armée, qui avait très peu de force en Europe, les Américains ont accepté le blocus, et probablement la manière dont ils ont surmonté a été une victoire supérieure, plus éclatante, que s'ils avaient empêché le blocus, parce qu'après tout, ils ont démontré qu'avec un pont aérien, on pouvait ravitailler de manière presque normale une population de 2 millions à 2,5 millions. Et le pont aérien est devenu une espèce d'exploit technique, politique, et a créé de manière durable des liens affectueux entre les Berlinois et les Occidentaux. Il en reste beaucoup. Ça a été, pour ainsi dire, un des grands moments de la guerre froide. Les Soviétiques cèdent enfin. Berlin est de nouveau relié au reste du monde, mais le blocus aura duré 1 an. La guerre de Corée succède au blocus de Berlin. En juin 1950, les troupes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud, provoquant les premiers cortèges de réfugiés. Truman décide immédiatement l'intervention américaine. La Corée donnait l'impression d'être l'équivalent de l'Allemagne divisée. Ce qui s'était passé en Corée pouvait se passer en Allemagne. C'était pas vrai, parce que la Corée du Sud n'avait pas la même signification, et il y avait la possibilité en Corée de livrer une guerre limitée, ce que les Américains ont fait. Bien entendu, par-dessus le marché, la Corée du Sud avait été créée sous l'égide des États-Unis et des Nations Unies, et laisser cette république qui avait organisé des élections plus ou moins libres, la laisser détruire par la Corée du Nord, qui avait refusé toutes les relations avec les Nations Unies, c'était tout de même une défaite, un véritable désastre moral pour les États-Unis. Donc je pense que si on tient compte de l'ensemble de la situation mondiale,
l'intervention américaine en Corée était parfaitement justifiée, mais tout de même, ils ont démontré qu'ils ne laissaient pas faire l'intervention militaire des troupes au-delà des lignes de démarcation, c'est-à-dire qu'ils ont rassuré les Occidentaux, et en particulier les Européens, sur la résolution américaine. Et le coup de Prague? Le coup de Prague et l'écrasement de la révolte des ouvriers de Berlin-Est? Attendez. En ce qui concerne Prague, il n'a pas eu d'intervention militaire soviétique. Il y a eu un ultimatum du Parti communiste et il y a eu, une fois de plus, disons, une concession ou une capitulation du président Beneš. Alors nous avons appelé ça le coup de Prague. Ça a été la transformation d'une démocratie à demi populaire en une démocratie totalement populaire. Mais enfin, ce n'était pas un coup que les Occidentaux pouvaient empêcher. Sous la pression du Parti communiste tchèque, qui organise des meetings de masse et des manifestations de rue, le régime démocratique s'effondre. En février 1948, la République socialiste tchécoslovaque est née. Cinq ans plus tard, en 1953, à Berlin-Est, éclate la première révolte ouvrière dans un pays socialiste. La révolte sera réprimée sans pitié par le régime communiste, sans que les Occidentaux n'interviennent. Est-ce que vous imaginez, le président des États-Unis envoie un ultimatum à Staline ou à son successeur en lui interdisant de réprimer une révolte ouvrière. Pourquoi les révoltes de 1953 est importante? Parce que c'est le premier grand mouvement populaire dans l'Europe soviétisée, disons, qui intervient 3 ans après la fin du blocus. Oui, mais... Et ça intervient à Berlin-Est. C'est entendu, mais à l'époque, on savait déjà que les régimes soviétiques en Europe de l'Est n'étaient pas populaires. On savait déjà que les Allemands de l'Est partaient par milliers, par centaines de milliers vers l'Ouest. Il y avait donc un choix de l'Ouest par les pieds, comme on disait. Le choix a été fait parce que le mouvement de la population n'allait pas de l'Ouest vers l'Est, du capitalisme vers la libération socialiste, mais le mouvement des populations allait du socialisme, entre guillemets, au capitalisme occidental. Face au bloc de l'Est, le camp occidental s'organise. L'OTAN est créée en 1949, mais le problème du réarmement allemand divise les gouvernements et les opinions publiques, particulièrement en France. Finalement, c'est en 1954, grâce à Adenauer, que l'Allemagne de l'Ouest crée son armée et intègre l'OTAN. Auparavant, le projet d'une armée européenne, la Communauté européenne de défense, avait échoué. J'ai mis en lumière dans quelques articles les dangers de la Communauté européenne de défense. Je n'ai pas fait campagne furieuse contre elle et j'ai surtout dit à tous, c'est-à-dire aussi bien les Américains que les Français, le réarmement de l'Allemagne est inévitable. La question n'est pas de savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre. La question est de savoir si vous préférez la Communauté européenne de défense ou bien l'armée allemande dans l'OTAN. Or, j'étais plutôt pour la deuxième solution, c'est-à-dire l'armée allemande dans l'OTAN. Et après l'échec de la CED, l'autre solution a été adoptée sans grande difficulté lorsque était président du Conseil, d'abord Mendès France et ensuite Edgar Faure. Revenons un peu en arrière. En 1947, là, il se passe un événement étonnant dans votre vie. Vous adhérez à un parti politique? Oui. J'avais adhéré aussi une fois, je vous l'ai dit, je crois. Au Parti socialiste? Au Parti socialiste, quand j'étais à l'école normale, pour donc faire quelque chose pour le peuple. Bon. Et vous adhérez au RPF? Et j'ai adhéré au RPF en 1947. Et tout le monde m'a demandé pourquoi, et jamais personne n'a compris pourquoi. Et vous, vous avez compris? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer. Au moment de son adhésion au RPF, en 1947, la guerre froide divise aussi la France. Les ministres communistes quittent le gouvernement, la crise sociale liée aux difficultés de l'après-guerre s'accentue. En accord avec la nouvelle ligne de Moscou,
le Parti communiste et la CGT organisent, en 47 et 48, des grèves très dures dans les mines et les ports. Dans un climat de tension extrême, le gouvernement fait appel à l'armée. À la radicalisation des communistes répond la montée du RPF. Sur l'hippodrome de Vincennes, où flotte une gigantesque débauche d'oriflammes et d'étendards, le général de Gaulle est venu une fois de plus, dans une atmosphère d'immense kermesse, faire l'inventaire des difficultés où se débat actuellement le pays. C'est le premier discours politique prononcé à Paris par le porte-parole du RPF. J'avais une certaine mauvaise conscience de n'avoir pas participé davantage au mouvement gaulliste à Londres. Je regrettais des prises de position exclusives et excessives contre le général de Gaulle et le mouvement. Je pensais après coup que j'aurais dû, après l'entrée des troupes alliées en Afrique du Nord, me rallier à ce moment-là au mouvement gaulliste, car à partir de ce mouvement-là, il n'y avait pas d'autre possibilité que le mouvement gaulliste. La deuxième raison, c'est que j'étais très hostile de la Constitution et le fonctionnement de la 4e République. Et je ne croyais pas que sur la longueur, la 4e République pouvait présider à la reconstruction, au relèvement de la France. Et que la seule chance de révision de la Constitution, c'était le RPF. Il faut ajouter que c'est la période où le général de Gaulle a été le plus un parlementaire, puisqu'il faisait un mouvement parlementaire, que c'est le mouvement où il a été le plus anticommuniste, puisque c'est lui qui a, si je puis dire, fait le plus de propagande pour la défense contre le danger communiste. Oui. C'est lui qui a appelé les communistes séparatistes, ce qui signifiait qu'à ce moment-là, sur les deux points essentiels, le problème communiste ou soviétique et le problème de la Constitution, j'étais d'accord avec lui. Mais parce que nous croyons en la France, nous ne nous dissimulons rien du péril qui pèse sur elle. La masse de la Russie soviétique, grossie par les satellites qu'elle s'est de force attribués, reste sa menace devant nous. Et pourtant, de 47 à 51, le RPF, c'est le moins qu'on puisse dire, a mené la politique du pire. Ce qui ne correspond pas tellement à votre personnalité. C'est vrai, mais le RPF, entre 47 et 51, n'avait pas de représentation parlementaire. C'était donc une opposition verbale, si je puis dire, des manifestations publiques. Il n'empêchait pas les partis de s'entendre, au contraire, en créant un danger pour le fonctionnement des partis. Le RPF a contribué à donner aux partis plus de cohérence qu'il n'en eut avant et après. Donc en somme, vous considérez que l'opposition du général de Gaulle à la 4e République au travers de l'action du RPF était quasiment un facteur de stabilité pour le régime? C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'en fait, le RPF a été plutôt favorable au maintien de la 4e République entre 47 et 51. Vous gardez un bon souvenir de cette période? Bon, vous savez, je ne suis pas un militant né. Ah bon? C'est ce qu'on peut dire. Mais au rebours de ce que croient la plupart de mes amis et de mes adversaires aussi, je ne regrette rien. Je continue à penser qu'il eût été souhaitable que le général de Gaulle revint au pouvoir à froid, plutôt que de revenir au pouvoir comme il l'a fait en 58, à la limite du coup d'État. Au moment où la popularité du général de Gaulle grandit et l'opposition du RPF au régime s'accentue, l'un des grands débats porte sur la construction de l'Europe. Sur ce point, la position du général de Gaulle est nuancée. Mais son hostilité à Jean Monnet, qui milite pour des États-Unis d'Europe, est irréductible.
le général de Gaulle considérait que Jean Monnet n'était plus français, qu'il était supranational ou en dehors de la nationalité. Et vous, votre position entre les deux? J'aurais souhaité que l'Europe unie de Monnet, telle qu'il la concevait, fût possible. Je n'y croyais pas fortement. D'un autre côté, j'ai conservé toujours le patriotisme lorrain et de ce fait, selon les circonstances, je penchais du côté de l'unification de l'Europe, pour laquelle j'ai beaucoup milité, avant et après le RPF, et d'autre part aussi le scepticisme sur la possibilité d'effacer 1000 années d'histoire. La France avait été tellement par excellence la nation européenne, elle avait été toujours tellement contre les empires, que j'ai toujours douté que la France, à moins que ce fût immédiatement après la guerre, fût devenir autre chose que la nation française. Mais je souhaitais passionnément la réconciliation avec l'Allemagne et une coopération étroite. Et au fond, on a obtenu probablement ce qui était possible et ce qui aujourd'hui est une réalité pour les jeunes Français, les jeunes Allemands. Ils appartiennent au même ensemble de civilisations. Les frontières n'ont plus beaucoup de signification. Ben, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas absolument le rêve de Monnet, c'est probablement plus proche de ce que concevait le général de Gaulle. Probablement c'était le probable historique. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Le Paris de Saint-Germain-des-Prés n'est pas seulement celui de Gréco, du bebop et d'un nouveau style de vie. C'est aussi celui des affrontements entre les intellectuels que la guerre froide divise profondément. Vous publiez en 1955 L'opium des intellectuels, qui analyse les mythes des intellectuels de gauche. C'est le débat intellectuel le plus important de l'après-guerre, et il va diviser l'intelligentsia française jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il va radicaliser le clivage entre la gauche et la droite, il va transformer le débat politique de la libération en un dialogue de sourds. Enfin, les acteurs de ce débat sont Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus et Raymond Aron. Sur quel thème s'oppose-t-il à propos de l'Union soviétique? Oui, je voudrais dire d'abord que, comme je suis le seul survivant des quatre, je voudrais autant que possible être objectif et ne pas régler de nouveau des vieux comptes et essayer de me souvenir des trois autres avec l'amitié que j'ai eue longtemps pour les trois. Alors, l'attitude à l'égard de l'Union soviétique était à mes yeux, en effet, la question majeure, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan intellectuel. En ce qui concerne Sartre, il détestait la société bourgeoise. Alors, lui a considéré que mes prises de position atlantiques, l'écriture dans le Figaro, c'était pour la démonstration d'un ralliement à la bourgeoisie, à l'alliance américaine, et tout cela, il le détestait, et il a pensé que les relations amicales entre nous n'avaient plus de sens. Il y a eu des épisodes secondaires, il n'y a aucune raison de raconter ces épisodes. Donc, à partir de, je crois, 47 ou 48, nous avons été officiellement fâchés, comme on disait. Nous n'avions plus de relations. Et d'ailleurs, Sartre a rompu successivement
avec moi, avec Camus, avec Merleau-Ponty. Vous en avez beaucoup souffert de la rupture avec Sartre? C'était, si vous voulez, la tristesse de l'adulte qui perd les amitiés de la jeunesse. Oui, perdre des amis, c'est perdre une partie de soi-même. Et comment est-ce qu'un clivage politique sur l'Union soviétique peut déboucher sur une remise en cause de l'amitié? Vous comprenez, si on pensait l'Union soviétique comme je la pensais, avec les camps de concentration, avec le despotisme, avec la volonté expansionniste, et quand par-dessus le marché, on essayait d'expliquer que l'Union soviétique était devenue ce qu'elle était, non pas par accident, non pas par la faute de Staline, mais parce que, à l'origine, il y avait une conception du mouvement révolutionnaire qui devait aboutir plus ou moins à ce qu'est devenue l'Union soviétique. Or, si à la rigueur j'avais dit que l'Union soviétique est ce qu'elle est à cause de Staline, elle est stalinienne et non pas marxiste, peut-être il l'aurait toléré dans une certaine mesure. Mais si ce qui était en question, c'était le mouvement socialiste lui-même, on touchait à quelque chose d'essentiel pour lui, puisqu'il a écrit X fois on ne peut condamner l'Union soviétique que si l'on participe au mouvement socialiste ou au mouvement révolutionnaire. Il a écrit tous les anticommunistes sont des chiens. C'est-à-dire, sans être communiste, il considérait moralement coupable d'être anticommuniste, alors que moi-même, être anticommuniste quand on n'était pas communiste, c'était pour ainsi dire quelque chose de naturel, puisque à l'époque, les communistes disaient ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Dans l'opium des intellectuels, je ne dispute pas avec les communistes. Je discute ou je dispute avec mes amis qui connaissent les camps de concentration, qui les reconnaissent, car Sartre ne nie pas les camps de concentration. Il a écrit un éditorial des temps modernes où il a dit, en effet, qu'il y a probablement dans les camps quelque chose comme une dizaine de millions de concentrations. Et comment peut-on à la fois ne pas nier l'existence des camps et soutenir l'Union soviétique? Poser la question à ceux qui ont vécu de cette manière. Il y a eu en France un mouvement intellectuel dont il n'y a guère eu l'équivalent ailleurs. C'était ceux qui étaient entre les deux, qui étaient à tel point attirés par le prolétariat, le socialisme, l'histoire, la révolution, la gauche, qui n'acceptaient pas les conséquences de la rupture avec le communisme. Car la rupture avec l'Union soviétique et l'Union soviétique conduisait nécessairement à mon chemin, c'est-à-dire à accepter l'Alliance atlantique et accepter la coalition des anticommunistes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la sortie de la guerre, les intellectuels n'aient pas plus été intéressés par le thème de la démocratie. Parce qu'en fait, le sens fondamental de la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même la victoire des démocraties contre la dictature. Personne n'est enthousiaste pour la démocratie parlementaire en tant que telle. Il n'y a qu'un seul argument, mais il est très fort, c'est celui de Churchill. C'est le pire de tous les régimes, sauf tous les autres. Or, cette espèce de résignation à ce régime qui est le moins mauvais ou le meilleur comparé à tous les autres, ce n'était pas en accord avec l'enthousiasme et l'espérance des combattants et des résistants qui sortaient de la guerre. C'est tout à fait compréhensible. Or, le régime stalinien était fascinant. Il était horrible, mais il était fascinant. Pourquoi fascinant? Pardon? Pourquoi fascinant? Écoutez, cette discipline de parole à travers le monde entier, l'adoration du numéro 1,
l'amour pour cet homme, le tout au nom de l'humanisme, de la liberté, de la démocratie. C'était à la fois monstrueux, diabolique et fascinant. En mars 53, Staline meurt. En octobre 56, la révolution hongroise déboulonne sa statue. L'insurrection de Budapest est réprimée dans le sang par les chars soviétiques. Au cri de soviets assassins, plusieurs milliers de manifestants se rassemblaient et, rompant les barrages, se dirigeaient vers le siège du Parti communiste. C'était la révolte de Paris contre l'agression soviétique en Hongrie. Mais Budapest sera vite effacé des mémoires et bientôt présenté comme une contre-révolution. Et de nouveau, c'est le temps des insultes et des excommunications. On a oublié la violence de cette époque où chacun fut sommé de choisir son camp. Il ne faisait pas bon être taxé de droite parmi les intellectuels. C'était le cas de Raymond Aron. Les gens qui vous applaudissaient, en fin de compte, vous les aimiez pas tellement. Pas toujours. Vous avez dit Pas plusieurs fois que vous étiez plus proche des gens qui vous calomniaient que des gens qui vous approuvaient. C'est vrai parce que mon système de valeurs spontanées, celui qui me conduisait vers le Parti socialiste dans la naïveté, mon système de valeurs est resté le même. Simplement, le monde avait changé et mes opinions se sont adaptées à la réalité, où j'ai essayé de servir les mêmes valeurs dans des circonstances différentes, par des actions différentes. Mais j'ai le sentiment d'avoir été fidèle à moi-même, fidèle à mes idées, à mes valeurs et à ma philosophie. C'est-à-dire qu'avoir des opinions politiques, ce n'est pas avoir une fois pour toutes une idéologie. C'est de prendre des décisions justes dans des circonstances qui changent. L'année 55 est pour vous une date importante, parce que vous êtes élu à la Sorbonne. Pourquoi avez-vous voulu, alors que votre carrière journalistique marchait très bien, pourquoi revenir à l'université? Oui, il y a beaucoup de raisons, mais il y en a certaines qui sont très contraignantes. D'abord et essentiellement, je n'avais pas le sentiment de m'accomplir totalement dans le métier de journaliste. Donc, j'ai voulu tout simplement me réaliser et répondre à une espèce de vocation. Puis il y a une autre raison plus profonde et plus personnelle à laquelle je fais juste allusion. Mon père n'avait pas réalisé sa carrière et il avait toujours, à la fin de sa vie, quand il était malheureux, rêvé que c'est moi, d'une certaine mesure, c'était son troisième fils, qui ferait ce que lui n'avait pas fait. J'avais une espèce de dette à son égard. Et j'avais le sentiment que je ne payais pas cette dette si j'étais seulement un journaliste ou un homme politique. Je devais être un professeur et je devais écrire des livres et des livres valables. De 1946 à 1962, la France va vivre la douloureuse aventure de la décolonisation. En Indochine d'abord, où après 8 ans de guerre et le désastre de Dien Bien Phu, Pierre Mendès France signe à Genève une paix précaire en juillet 54. En Tunisie ensuite, où après une période de transition, Bourguiba obtient l'indépendance en mars 56. Le Maroc lui aussi obtient l'indépendance en mars 56 et Mohamed V monte sur le trône. Mais le problème le plus grave est celui de l'Algérie, où l'insurrection a éclaté dès novembre 54. C'est à propos de ce drame que Raymond Aron publie en 57 La tragédie algérienne, où il affirme parmi les premiers que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable. La majorité des gens clairvoyants savaient que l'indépendance était inévitable. Oui, mais disons que la tragédie algérienne est un livre qui va avoir un certain retentissement. C'est un pamphlet politique. C'est un pamphlet. Oui. Cette brochure a été taillée en pièces, critiquée de manière passionnelle. Et il y a une phrase... Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Bon, on me reprochait d'accepter l'indépendance algérienne et de justifier l'indépendance algérienne par des nécessités contraignantes.
On me reprochait de ne pas employer le langage de l'idéologie, de ne pas condamner d'une manière solennelle la colonisation en tant que telle, mais de prendre le problème tel qu'il était. C'est qu'on avait le choix en maintenir pendant des années l'Algérie française par l'intermédiaire d'une armée, avec une protestation de plus en plus violente de la part d'une partie de la nation française, ou bien on trouvait une solution politique. Et il n'y avait que deux solutions politiques durables possibles. Lesquelles? Ou bien c'était à terme l'indépendance de l'Algérie, ou bien l'Algérie partie intégrante de la France. Les Français d'Algérie, quand ils ont compris que l'indépendance des Algériens dans l'Algérie seule signifiait la domination des musulmans, ça avait de soi, ils étaient discontraints. Alors les Français d'Algérie ont conçu l'intégration des musulmans d'Algérie dans la France entière. C'était la fameuse formule de Dunkerque à Tamanrasset. Bien, mais à l'époque, il y avait 10 millions de musulmans. C'était déjà substantiel, ça représentait à peu près un peu moins d'un quart. Mais en 1980, les Algériens sont plus de 20 millions. À la fin du siècle, ils seront entre 30 et 40 millions. Or, si les 30 à 40 millions de musulmans sont partie intégrante de la France, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, sera composée de 40%, 50% de musulmans, ce qui était impensable. Vous voulez dire que c'est donc démographiquement impossible? Strictement, c'était strictement impossible. En somme, vous étiez pour l'indépendance, d'abord pour des raisons économiques, moins que pour des raisons morales, en définitive. Ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut présenter les choses. C'est pourtant comme ça que c'était vécu à l'époque. Il s'agissait de convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus. Il n'y avait aucun intérêt de ma part à dire une fois pour toutes que j'étais contre la colonisation, parce qu'il y avait déjà des gens qui le disaient, et ce qui était important, c'est que je convainque ceux qui utilisaient l'argument contraire. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. Après la publication de la tragédie algérienne, vous n'avez pas écrit beaucoup d'articles finalement dans la continuité dans le Figaro là-dessus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'autorisation. Vous n'aviez pas le droit d'écrire sur l'Algérie dans le Figaro? Non. Ce que je ne comprends pas bien, par contre, c'est qu'on vous interdit d'écrire dans votre propre journal sur un sujet aussi important que l'Algérie, et vous ne partez pas. Vous y restez. Écoutez, un journal a une certaine clientèle. Et je sais depuis longtemps qu'une des limites à la liberté de la presse, ce sont les lecteurs. Or, ça je l'ai constaté souvent, dans le Figaro comme dans l'Aurore, la majorité des lecteurs des grands journaux exigent de ce journal la justification de leurs opinions. Ceux qui cherchent dans les journaux seulement l'information sont probablement une minorité. Alors, si j'avais quitté le Figaro à cause de l'affaire algérienne, je n'aurais eu plus du tout la possibilité de m'exprimer. Nulle part, je n'aurais pu écrire en faveur de l'indépendance algérienne. Car au bout du compte, quand j'ai le premier parlé de l'indépendance algérienne, ni l'Express, ni Le Monde ne m'ont donné raison. Pourquoi? Ils trouvaient que c'était trop en avant par rapport à l'opinion. En 57? En 57. Les intellectuels les plus engagés à l'époque autour de Sartre font le manifeste des 121, ce qu'on appelle le manifeste des 121, et vous ne le signez pas. Pourquoi? Cette motion donnait comme consigne, pour ainsi dire, aux jeunes Français de déserter, c'est-à-dire de refuser de répondre à l'appel. D'abord, je trouve tout à fait déplaisant pour des intellectuels tranquilles qui ne risquent rien du tout de dire à des jeunes gens de se transformer en déserteurs. En effet, dès 1956, les appelés du contingent viennent grossir les troupes engagées. Ils seront jusqu'à 500 000. Cette guerre, avec son cortège d'horreurs de part et d'autre, prend une ampleur considérable et divise le pays. Les moyens qui ont été utilisés par les Algériens ont souvent été épouvantables, exactement comme ont été épouvantables
les moyens utilisés par l'armée française. Il y avait eu le village de Mélouza qui a été décimé, ou presque exterminé, par le FLN. Et le FLN a utilisé un terrorisme qui était épouvantable lui aussi. Oui, mais il y avait ça. Et je n'ai pas écrit de texte contre le terrorisme du FLN, pas plus que je n'ai écrit de texte contre la torture, bien que je déteste et le terrorisme et la torture. Mais je considérais que les atrocités des deux côtés ne se compensaient pas, elles s'ajoutaient, et que pour y mettre fin, il fallait mettre fin à la guerre. Pourtant, des personnalités de tous bords se mobilisent contre les tortures pratiquées par l'armée française en Algérie. Et ceci, autant pour des raisons morales que politiques. Le gouvernement interdit des livres et censure la presse. Jusque dans l'armée, la contestation se développe. Et dans cette période, votre position modérée, en définitive, est un peu... Mais ce n'était pas une position modérée, c'était une position catégorique dans l'ordre politique. Oui. Et en ce qui concernait les protestations morales, j'en laissais la responsabilité aux belles âmes. Oui, mais alors justement, c'est la question que je Puisqu'une vous fois posais. pour toutes, il est entendu que je ne suis pas une belle âme. Et la 4e République, les hommes politiques de la 4e République, ils avaient peur des militaires? La 4e République, elle a été aussi impressionnée par le général de Gaulle. Tant que le général de Gaulle a été dans l'opposition, il n'a jamais dit qu'il fallait décoloniser. Et on assimilait le général de Gaulle à l'armée? Non, non, mais le général de Gaulle, à lui tout seul, représentait une partie de l'opinion française, et décoloniser contre le général de Gaulle et contre l'opinion, c'était doublement difficile. À votre avis, la 4e aurait pu finir la décolonisation? Non, je ne crois pas. Elle n'avait pas les moyens. Je ne crois pas que la 4e République aurait été capable d'accorder l'indépendance au FLN. C'est difficile à démontrer, puisqu'il s'est passé tout de même presque 4 années entre l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle et la fin de la guerre d'Algérie. Mais le général de Gaulle lui-même a eu à se battre contre 2 révoltes. Et il avait une autre constitution, il avait un autre prestige que les hommes politiques de la 4e République. Puis le général de Gaulle a eu la capacité qui appartient à lui de transfigurer ce qui en dernière analyse était un abandon et une défaite en une victoire, c'est-à-dire une victoire de la France sur elle-même. C'était ce que je plaidais à l'avance, mais il fallait le faire. Et c'est lui qui l'a fait. Il a réussi à convaincre les Français, qui étaient partisans de l'Algérie française, que donner l'indépendance à l'Algérie, c'était pour la France être la France, c'est-à-dire généreuse. Avant d'en arriver à la République gaulliste, est-ce que la 4e République mérite cette réputation qui lui a été faite? Il faut reconnaître à la 4e République qu'ils ont tout de même accepté la réconciliation avec l'Allemagne, accepté finalement le réarmement de l'Allemagne. Ils ont fait une politique d'alliance atlantique que j'approuvais et que j'approuve encore. Ils ont commencé la reconstruction économique du pays. Ils ont lancé l'idée de l'Europe unie. Ils ont tout de même signé d'abord le pool charbon-acier et ensuite le traité de Rome. Donc, rétrospectivement, le bilan n'est pas tellement négatif, en dehors des guerres coloniales et en dehors de quelque chose d'autre qui, malheureusement ou heureusement, est très, très grave. Le régime était un petit peu ridicule pour le monde étranger et pour les Français eux-mêmes. Les Français, à l'intérieur, ne respectaient pas la 4e République. Et un peuple qui ne respecte pas ses institutions, c'est tout de même un mal profond. Et je pense aujourd'hui que c'est une bonne chance que le général de Gaulle soit revenu au pouvoir en 1958 en égratignant un peu la légitimité démocratique. Ou non, la légalité démocratique. Justement, votre sentiment démocratique,
Il n'a pas été un peu écorché par les conditions du retour du général de Oui, Gaulle? oui, j'étais pas content. Algérienne, Algérien, je viens de recevoir du général de Gaulle le message suivant. Je serai parmi vous mercredi prochain. Attendez-moi avec calme et confiance. Je vous ai compris. Pour les Français d'Algérie, le général de Gaulle est le garant de l'Algérie française. Mais un an après son retour au pouvoir, il offre l'autodétermination aux Algériens et engage ainsi le processus qui conduira à l'indépendance. J'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Mon interprétation était à peu près la suivante. En tant que philosophe de l'histoire, il sait que l'Algérie sera indépendante. Lui, de Gaulle. Lui, de Gaulle, le sait. En tant qu'homme politique, il voudrait bien éviter de passer par, disons, l'abandon pur et simple devant la révolution organisée du FLN ou du gouvernement provisoire. Car il a tout de même dit très souvent à l'intérieur du gouvernement ou à ses collaborateurs, je ne donnerai pas l'Algérie au FLN. Et finalement, il l'a donné au FLN. D'où d'ailleurs la haine encore inexpiable chez un certain nombre des Français contre le général de Gaulle, qu'on accuse d'avoir trompé ceux qui, sur le terrain, faisaient la guerre. Moi, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, bon, j'ai eu raison de dire que l'Algérie serait indépendante. J'ai eu souvent tort de critiquer ce que faisait le général de Gaulle. Et pour tous les autres, il ne faut que oublier et pardonner. Dans son livre La tragédie algérienne, Raymond Aron avait prévu l'indépendance. En publiant 2 nouveaux livres, en 61 et 63, il devient un des principaux analystes de la stratégie militaire à l'heure nucléaire. J'ai été saisi par le caractère à la fois mystérieux et intelligible des grandes guerres, qui sont une partie de ce que j'appelle dans un article « History as usual », c'est-à-dire l'histoire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette formule? Eh bien, c'est des nations, des guerres, des héros, des victimes, et puis après coup, est-ce que c'est un tumulte insensé, ou bien est-ce qu'à travers ce tumulte, on peut deviner, on peut percevoir, disons, quelque chose qui aurait pu être souhaité ou pensé à l'avance comme rationnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est un tumulte insensé, ou bien est-ce qu'on peut trouver une espèce de rationalité dans ces calamités que supportent les peuples? En quoi est-ce que la bombe thermonucléaire change radicalement les données de la stratégie et de la diplomatie par rapport à toutes les guerres que l'humanité a connues? C'est une question à laquelle il est relativement difficile de répondre d'une manière catégorique. Disons simplement que l'idée dominante des stratégies modernes depuis, disons, Napoléon, c'était que l'objectif était défini par la victoire d'anéantissement, c'est-à-dire enlever à l'ennemi la capacité de se défendre, le désarmer. Or, entre 2 puissances nucléaires, le désarmement apparaissait à l'époque où j'écrivais ce livre pour le moins extraordinairement difficile. Il est devenu moins inconcevable aujourd'hui dans la mesure où les missiles d'aujourd'hui ont une précision telle qu'on peut, en théorie, détruire les missiles de l'adversaire. Du coup, il n'est pas inconcevable qu'une des puissances nucléaires puisse désarmer l'autre. Ça reste extraordinairement difficile, car même si une des 2 puissances peut détruire les missiles de l'autre, il reste les missiles des sous-marins, il reste les missiles des avions, etc. Mais enfin, une des idées
immédiatement perçu, c'est que à partir du moment où l'ascension aux extrêmes, expression de Clausewitz, devient l'ascension aux armes nucléaires et du même coup le risque de suicide commun, quelque chose a changé. Alors, est-ce que l'essentiel a changé ou non? Bon, les soviétiques disent que l'essentiel n'a pas changé. Et les occidentaux disent que l'essentiel a changé. C'est quoi l'essentiel? Eh bien, les occidentaux utilisent le concept de dissuasion, la dissuasion comme une espèce d'absolu, et les armes nucléaires sont destinées essentiellement à empêcher l'ennemi de faire ceci ou cela, mais non pas à remporter une victoire totale sur l'ennemi. En revanche, les soviétiques n'utilisent pas la notion de dissuasion. Ils considèrent donc que s'il y a une guerre, il peut y avoir un vainqueur et un vaincu, même s'il y a utilisation des armes nucléaires. Mais en tout état de cause, que l'un ou l'autre ait raison, il reste que l'ascension aux extrêmes devenue l'ascension aux armes nucléaires, c'est quelque chose d'autre que Austerlitz. 1959, Khrouchtchev visite les États-Unis. C'est le symbole de la coexistence pacifique, inaugurée par la déstalinisation en Union soviétique. Mais derrière les festivités, la tension demeure. En août 61, c'est la construction du mur de Berlin. En 1962, la crise des fusées à Cuba relance la tension. Mais l'événement le plus grave de la décennie 60, c'est l'engagement américain au Vietnam, où la guerre, pendant 14 ans, va cristalliser les rapports Est-Ouest. Guerre froide ou coexistence pacifique, les mots changent, mais le face-à-face continue. Est-ce qu'à l'époque, vous avez pris position sur cet engagement militaire des Américains dans la guerre du Vietnam? Vous l'avez condamné? Vous l'avez simplement expliqué? Je l'ai expliqué. Vous ne l'avez pas condamné? Non. Pourquoi? Parce que je jugeais que c'était une erreur. Je jugeais que leur manière de faire cette guerre était absurde. Cela dit, il ne manquait pas de Français pour condamner d'une manière catégorique l'intervention américaine au Vietnam. Or, personnellement, je trouvais que l'effort des Américains pour défendre le Vietnam du Sud était moins coupable que la guerre française au Vietnam. La guerre française, vous voulez dire de 46 à 54? Exactement. Au Vietnam, les Français avaient voulu maintenir leur empire. Les Américains n'avaient aucune intention de rester au Vietnam, à tort ou à raison, à tort probablement. Ils voulaient sauver le gouvernement du sud du Vietnam. Pourquoi dites-vous que les démocraties occidentales ne peuvent pas gagner ce genre de guerre, la guerre du Vietnam? Bon, c'est facile à comprendre. D'abord, les démocraties, pour faire une guerre, doivent être convaincues d'avoir raison, de défendre une cause, sinon sacrée, du moins moralement pure. Or, la guerre du Vietnam, pour les Français et pour les Américains, était un combat douteux. De plus, la guerre du Vietnam a été probablement la première guerre de l'histoire moderne qui a été vécue et vue par les civils dans la métropole. À la télévision. À la télévision. Ça joue un rôle important. C'est considérable. Et au fur et à mesure que la guerre durait, la protestation morale et politique à l'intérieur des États-Unis devenait de plus en plus large, de plus en plus violente, de telle sorte que les États-Unis ont, dans une certaine mesure, provoqué l'inflation mondiale parce qu'ils ont livré cette guerre sans exiger des impôts pour la financer. Ils ont été au bord de la guerre civile et finalement,
Ils ont quitté le Vietnam en 1975 dans des conditions lamentables, peu honorables, où le président Ford disait le Vietnam c'est fini. La guerre du Vietnam a été une tragédie pour les États-Unis, et une tragédie dont ils ne sont pas encore complètement sortis. Telle que cette guerre a été conçue, dirigée, elle ne pouvait pas être gagnée. Et il faut bien dire que les civils qui ont dirigé cette guerre n'avaient pas beaucoup, si je puis dire, pensé la guerre. Et ils se sont lancés là-dedans avec une inexpérience, avec des maladresses incroyables, de telle sorte qu'ils ont donné l'impression d'être responsables de cette guerre, d'être coupables, et par-dessus le marché, d'être battus. Ce qui était le pire. Vous voyez, c'est quelquefois utile de penser la guerre.